Il y a une fatigue que peu de gens comprennent vraiment. Ce n'est pas la fatigue d'avoir trop travaillé. Ce n'est pas non plus la fatigue du manque de sommeil. C'est cette fatigue qui arrive après une conversation ordinaire, après un regard mal interprété, après une phrase anodine que tu analyses encore 3 jours plus tard en te demandant ce qu'elle voulait dire exactement. Tu t'endors en rejouant des scènes du passé. Tu te réveilles en anticipant des situations qui n'ont pas encore eu lieu. Et quelque part, au fond, tu as fini par croire que c'était ça, être toi, que c'était normal, que tout le monde fonctionnait comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde, et ce n'est pas une fatalité. Si tu es hypersensible, ou si tu te reconnais dans cette façon d'absorber le monde, les émotions des autres, les ambiances, les non-dits, alors ce que nous allons explorer aujourd'hui te concerne directement. Je suis psychiatre, et au fil des années, j'ai vu passer dans mon cabinet des centaines de personnes qui avaient une chose en commun. Elles ressentaient tout, mais elles l'exprimaient peu. Elles observaient beaucoup, mais elles parlaient peu d'elles-mêmes. Elles donnaient énormément, mais acceptaient difficilement de recevoir. Ces personnes ne souffraient pas d'un manque d'intelligence émotionnelle. Au contraire, elles en avaient souvent trop. Le problème, c'est que personne ne leur avait appris à vivre avec. L'hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est un mode de traitement du monde différent. Mais quand elle se combine avec certains schémas de pensée, la peur du rejet, le besoin de contrôle émotionnel, l'évitement des situations intenses, elle peut devenir épuisante à porter. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 réalités que vivent les personnes hypersensibles, souvent en silence. Et pour chacune, je vais te proposer une clé. Pas une solution miracle, mais une direction. Un chemin vers un peu plus de légèreté. Installe-toi confortablement. Prends le temps qu'il faut. Ce que tu vas entendre, tu le sais peut-être déjà quelque part en toi. Mais parfois, entendre quelque chose clairement nommé suffit à changer quelque chose. Partie 1. La surcharge émotionnelle silencieuse. La première réalité, c'est ceci. Tu ne te contentes pas de vivre tes propres émotions. Tu vis aussi celles des autres. Quand quelqu'un dans la pièce est tendu, tu le sens avant qu'il ait dit un mot. Quand l'ambiance change légèrement, ton système nerveux enregistre la différence. Quand une personne est triste, tu peux en sortir épuisé, comme si tu l'avais été toi-même. En neurosciences, on parle de résonance empathique, une activité miroir exacerbée qui fait que les états émotionnels des autres te traversent comme si c'était les tiens. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est biologique. Mais voilà ce qui se passe dans la pratique. Après une réunion tendue, tu as besoin de 2 heures pour te redéposer. Après un conflit, même mineur, tu rumines pendant des jours. Après une soirée, même agréable, tu te sens vidé comme si tu avais couru un marathon. Et au fil du temps, tu as peut-être développé une stratégie d'évitement. Tu annules les plans au dernier moment. Tu refuses des invitations non par manque d'envie, mais pour te protéger d'une surcharge que tu sais inévitable. Tu choisis la solitude non par préférence, mais par épuisement. Ce schéma a un nom. Les psychologues l'appellent l'évitement expérientiel. C'est quand on commence à organiser sa vie entière autour de l'évitement de certains états intérieurs. Et le problème, c'est que ça marche à court terme. Mais à long terme, ça rétrécit ton monde. Chaque évitement réussi enseigne à ton cerveau que la situation évitée était vraiment dangereuse. Et le cercle se referme. La clé ici n'est pas de te forcer à tout subir. C'est d'apprendre à distinguer. Est-ce que j'évite parce que j'ai besoin de me ressourcer ou est-ce que j'évite parce que j'ai peur de ce que je vais ressentir? La première, évitement, est une sagesse. Le deuxième est une prison. L'hypervigilance relationnelle. La deuxième réalité, c'est que tu ne lis pas les gens, tu les scammes. Dans une conversation, une partie de ton attention est toujours sur le visage de l'autre, sur son ton de voix, sur la fraction de seconde de silence avant qu'il réponde. Tu cherches en permanence des signaux, d'approbation, de rejet, d'irritation, souvent de façon complètement inconsciente. Cette hypervigilance relationnelle a souvent été apprise très tôt, dans un environnement familial où les humeurs changeaient rapidement, ou avec un parent imprévisible, ou simplement parce que tu étais un enfant très observateur, qui avait compris que surveiller les autres permettait d'anticiper les situations difficiles. À l'époque, c'était une adaptation intelligente. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, ce radar ne s'éteint pas, et il génère une fatigue cognitive permanente, parce que tenir à jour en temps réel l'état émotionnel de chaque personne autour de soi est un travail colossal. Il génère aussi une autre conséquence. Tu interprètes souvent les signaux neutres comme négatifs. Un message sans réponse immédiate devient un signe de désintérêt. Un ton un peu sec devient un signe de colère. Un regard distrait devient un signe de jugement. Je me souviens d'une patiente, appelons-la Lucie. Chaque fois que son supérieur n'avait pas l'air enthousiaste dans une réunion, elle rentrait chez elle convaincue qu'elle avait déçu. Elle passait ses soirées à analyser ce qu'elle avait dit, à formuler mentalement des justifications,
à préparer des excuses. Et dans 90% des cas, son supérieur avait simplement eu une mauvaise journée qui n'avait rien à voir avec elle. Ce que Lucie faisait, et ce que beaucoup de personnes hypersensibles font, c'est se placer au centre de la narration de l'autre, comme si chaque changement d'humeur autour d'eux était forcément une réponse à leur existence. La clé ici, c'est de t'entraîner à poser cette question simple avant d'interpréter. Est-ce que j'ai une preuve concrète de ce que je ressens? Ou est-ce que je comble un vide d'information avec une hypothèse qui me concerne? La honte de ressentir autant. La troisième réalité, et peut-être la plus douloureuse, c'est que beaucoup de personnes hypersensibles ont appris à avoir honte de leur sensibilité. On leur a dit « tu es trop sensible, tu prends tout trop à cœur, tu dramatises, tu exagères ». Et ces messages, reçus assez tôt, assez souvent, ont fini par s'installer comme une vérité intérieure. Alors tu as appris à te surveiller, à ne pas montrer tes larmes, à minimiser ce que tu ressens, à rire quand quelque chose te blesse pour ne pas paraître fragile, à dire « ça va » avec un sourire parfaitement calibré. Et à l'intérieur, quelque chose s'est progressivement éteint. Pas la sensibilité, ça, on ne peut pas l'éteindre, mais le droit de la montrer. Ce que je veux te dire ici avec beaucoup de conviction, c'est ceci. La sensibilité n'est pas une faiblesse de caractère, c'est une architecture neurologique. Les personnes hypersensibles traitent les informations sensorielles et émotionnelles plus profondément. Elles remarquent ce que les autres manquent. Elles ressentent avec une intensité que d'autres ne connaissent pas. Ce n'est pas un manque, c'est un trait. Et comme tout trait, il a ses forces et ses défis. Mais quand on passe des années à se battre contre ce que l'on est, à essayer d'être moins, à s'excuser d'exister avec intensité, on finit par se couper de ses propres ressources. Parce que la sensibilité, quand elle est accueillie plutôt que combattue, est aussi une source de créativité, de connexion profonde, d'intuition et d'empathie. La question n'est pas « comment est-ce que je deviens moins sensible ?» La question est « comment est-ce que j'apprends à contenir cette sensibilité sans en avoir honte ?» Partie 4. Le besoin d'authenticité versus la peur du rejet. La quatrième réalité, c'est que les personnes hypersensibles veulent souvent plus que tout des relations vraies, profondes, authentiques. Mais elles sont aussi parmi celles qui se montrent le moins. Il y a une tension douloureuse là-dedans. Tu as faim de connexion sincère, tu aspires à être vraiment vu, vraiment compris, et en même temps, tu gardes le plus sensible de toi-même soigneusement protégé. Parce que tu sais, ou du moins tu crois, qu'être vu complètement, c'est aussi risquer d'être rejeté complètement. Alors tu avances masqué, tu montres la version de toi qui semble acceptable. Tu adaptes ce que tu dis selon ce que l'autre semble vouloir entendre. Et parfois, tu joues si bien ce rôle que tu finis par ne plus très bien savoir où s'arrête le masque et où commence le vrai toi. Ce schéma a un coût invisible, mais immense. Parce que même quand tu es bien entouré, même quand les relations sont chaleureuses, il reste cette solitude particulière d'être avec des gens qui ne connaissent pas vraiment qui tu es. La psychologue Brené Brown a passé des années à étudier la vulnérabilité et le sentiment de connexion. Et ce qu'elle a découvert, c'est contre-intuitif. Les personnes qui se sentent les plus aimées et les plus connectées ne sont pas celles qui se protègent le mieux. Ce sont celles qui osent être vues, même imparfaitement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le prix d'entrée de la vraie connexion. Je ne te dis pas de tout révéler à tout le monde, ça n'est ni sain ni utile. Mais je t'invite à réfléchir à ceci. Dans ta vie en ce moment, y a-t-il une personne avec qui tu pourrais te montrer un peu plus tel que tu es? Une conversation que tu ajournes depuis trop longtemps? Une vérité que tu gardes pour toi par peur de ce qu'elle pourrait provoquer? Partie 5. Apprendre à se réguler sans s'isoler. La cinquième réalité, et c'est celle sur laquelle je veux terminer, c'est que les personnes hypersensibles ont besoin de se ressourcer différemment des autres. Et ce besoin-là est légitime. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité neurologique. Mais il y a une différence entre se ressourcer et s'isoler. Et avec le temps, les deux peuvent se confondre. Se ressourcer, c'est se donner de l'espace pour retrouver son équilibre. S'isoler par évitement, c'est fuir les situations qui font peur. L'un répare, l'autre maintient en place. La régulation émotionnelle pour les personnes hypersensibles passe souvent par 3 choses concrètes. Premièrement, le retour au corps. Quand l'esprit est en surchauffe, quand les pensées tournent, que les émotions débordent, le corps est souvent la porte de sortie. Une marche, une respiration lente, consciente, une douche, un contact physique simple. Pas pour fuir ce qui est ressenti, mais pour donner à l'activation nerveuse un endroit où aller. Deuxièmement, nommer ce qui se passe. Les neurosciences ont montré quelque chose de fascinant. Le simple fait de mettre des mots sur une émotion, pas l'analyser, juste la nommer, en réduit l'intensité. Je ressens de la peur, je me sens submergé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la précision. Et la précision donne du pouvoir. Troisièmement, choisir ses environnements avec conscience. Des personnes hypersensibles fonctionnent mieux dans des environnements prévisibles, calmes, avec des interactions de qualité plutôt que de quantité. Ce n'est pas une contrainte à vivre avec honte, c'est une donnée à intégrer intelligemment dans l'organisation de sa vie.
Je voudrais terminer avec quelque chose d'important. Si tu te reconnais dans ce que tu as entendu aujourd'hui, je veux que tu saches ceci. Il n'y a rien de cassé en toi. Il n'y a pas de pièce manquante. Il n'y a pas de version moins sensible de toi à atteindre pour enfin aller bien. Il y a simplement une façon d'être, intense, profonde, absorbante, qui a besoin d'être comprise, accueillie et soutenue par des outils adaptés, pas combattus. Les personnes hypersensibles ont quelque chose de rare. Elles sont capables de présence totale. Quand elles sont dans une conversation, elles y sont vraiment. Quand elles aiment profondément. Quand elles créent avec tout ce qu'elles sont. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un don à apprendre à porter. Et si aujourd'hui, quelque chose dans ces mots a allumé une petite lumière en toi, une reconnaissance, un soulagement, une envie d'aller un peu plus loin, alors je t'invite à continuer ce chemin. Tu n'as pas à le faire seul.